Ça y est, je pense que nous sommes prêts. N'hésitez pas à venir au premier rang pour qu'on se sente peut-être un peu moins isolé là. Vous êtes quand même très loin. Donc essayez de vous rapprocher un tout petit peu. Et on va commencer parce qu'on a pas mal de choses à raconter autour de cette publication qui est là juste à mes pieds. Et Charlotte va faire peut-être l'introduction générale et puis après, on commencera sur cette peinture moderne, ce pan méconnu quand même pour certains. Donc on va essayer de repartir des bases et puis on parlera à la fois de style, mais aussi d'histoire personnelle parce que nous avons des témoins qui sont ici et qui vont nous permettre de mettre un peu de la chair dans toute cette aventure absolument extraordinaire et cette production qui nous entoure. Alors Charlotte, je te laisse commencer. Merci beaucoup à tous d'être venus ce soir. Vraiment, je suis très heureuse de vous avoir autour de nous. Donc, je voulais remercier d'abord Guy Boyer, qui est le directeur de la rédaction de Connaissance des Arts, qui est à l'initiative de ce beau projet, qui m'en a parlé il y a quelques années, et qui nous fait la joie d'animer cette discussion entre nous ce soir. Monsieur Lequim, qui vient de loin, fils de l'EFO, qui a affronté la pluie et des problèmes de train. Monsieur Lacombe, encore plus loin, je pense, Perpignan. Donc, merci beaucoup d'être parmi nous. Monsieur Lequim, le fils de l'EFO, donc l'artiste qui est juste derrière moi. Et Monsieur Lacombe travaille sur l'œuvre d'Alix Aimé. On n'avait que cette aquarelle aujourd'hui, mais un témoin de son travail. Alix Aimé était une artiste professeure à l'école des beaux-arts de l'Indochine, et Ernest Van Zuelen qui dirige le bureau de Bruxelles depuis 2 ans environ et qui était précédemment dans une banque d'affaires. Donc il nous a beaucoup aidé pour l'analyse économique qui achève cet ouvrage. Je voulais remercier Infine Édition d'Art qui m'a soutenue tout le long de ce projet. Pierre Louette, Claire Lénard, Marc-Alexis Baran, que j'ai aperçu tout à l'heure, Stéphanie Mességuet, qui a travaillé avec beaucoup d'énergie à piloter tout cela, Mylène Alison, je ne suis pas sûre de l'avoir vue, aidée de Laure Gautry et Lolita Votin, qui ont fait un travail incroyable. Je voulais aussi remercier Céline Lefranc, qui est là et qui souvent est autour de nous avec Connaissance des Arts, donc je suis contente de l'avoir aujourd'hui. Au sein de la maison Agut, Philippine Dupré-Latour, ma sœur, bien sûr, qui m'a laissé le temps de m'occuper de cet ouvrage cette année, plutôt que de faire mon travail habituel. Rodolphe, le photographe, qui est en train de prendre plein de photos et qui a fait beaucoup des clichés qui sont dans le livre. Donc grand talent de photographe, qui est juste là, à côté de vous, sur la gauche. Manon Delaporte, qui est à l'origine de toute la charte graphique de l'ouvrage qui est présentée aujourd'hui. Donc elle a fait un travail exceptionnelle. Elle s'est arraché un petit peu les cheveux avec les 3 colonnes, les 3 textes, mais il était important pour moi d'avoir ceci en 3 langues. Et Éléonore Etia, qui travaille à mes côtés sur le département des peintres d'Asie et qui ont fait tout ce que je n'ai pas eu le temps de faire cette année. Voilà, donc merci à tous. Et je pense qu'on peut peut-être parler du livre ou la manière avec laquelle il est arrivé. Oui, alors d'abord, parler du livre. D'abord, vous avez vu combien il est imposant, combien il est lourd, combien il est riche en son iconographie, qui ne se limite pas d'ailleurs aux tableaux vendus par la maison Agut, mais qui s'ouvre aussi sur des tableaux qui sont conservés dans des collections nationales, éventuellement des tableaux qui peuvent être des sources d'inspiration de ces artistes. Donc en fait, c'est un livre assez complet sur cet art moderne en Indochine. Alors, la première question, c'est aussitôt quand on regarde les petits logos qui sont là sur la couverture, il y a celui d'Infine, c'est normal, c'est l'éditeur, mais c'est quoi l'AAP ? Alors l'AAP, peut-être que je commence un peu avant l'AAP. En 2014, un jour, dans le cadre d'un inventaire, on m'a présenté le tableau qui est représenté ici en couverture, qui est une œuvre de l'artiste qui s'appelle donc Lefo, le père de mon voisin, qui s'appelle Le Thé, qui était titré au dos. Et à cette époque, je m'occupais d'organiser uniquement des ventes d'art moderne de manière très générale, pas du tout spécialisée sur l'Asie. Et j'ai trouvé que cette œuvre était vraiment très belle. La personne qui me l'a présentée ne savait pas du tout ce qu'il en était, puisqu'il venait d'hériter de l'appartement de sa tante, qui collectionnait beaucoup d'art d'Asie, mais il ne savait pas du tout quelle était l'origine, pourquoi elle avait ceci, d'où ça venait, comment tout ceci avait été réuni. Et surtout, il n'avait aucune idée de la valeur du tableau. Il avait juste été alerté parce que
un brocanteur qui l'avait questionné lui avait dit « Ah, c'est très intéressant, 10 000 euros, je vous l'achète ». Donc ça lui a fait peur. Il est venu nous voir. Et voilà, donc j'ai regardé un petit peu ce qu'il en était. Et on a estimé le tableau 60 000 euros. J'ai vu qu'à cette période, en 2014, les résultats étaient plus importants en vente aux enchères en Asie qu'en France. Et je me suis dit, le tableau est beau, il n'y a pas de raison qu'il se vende moins cher parce qu'il est vendu à Paris. On va tout faire pour le montrer, le mettre en avant. Et il s'est très bien vendu, on l'a vendu 200 000 euros, record européen ce jour-là, donc j'étais très fière. Et juste avant de raccrocher, l'acheteur m'a dit, il y en a plein d'autres, ça nous intéresse, prévenez-moi si vous les trouvez. Et je me suis dit, mais pourquoi il y en a plein d'autres pourquoi il me dit ça? Qu'est-ce qui se passe? Et donc, c'est là que voilà, tout a commencé un petit peu ce jour-là. Et donc, la Maison Agut se crée une spécialité de cette peinture d'Asie. Alors, oui, exactement. Au début, je me dis, si le Vietnam veut récupérer des peintres qui ont été des œuvres de peintres venant du Vietnam, j'ai remarqué également que les Chinois voulaient récupérer les œuvres de leurs peintres chinois venus en France. Allons les chercher, voyons ce qui se passe. Et puis, de fil en aiguille, voilà, des ventes se sont organisées. J'ai eu la chance d'examiner de très nombreuses œuvres. Depuis 10 ans, environ 1000 peintures. On a fait découvert 70 artistes en particulier liés à ces écoles. Et j'ai pris en main, examiné, étudié l'histoire, étudié les archives de tous ces peintres, les uns après les autres. Et oui, j'ai noté que rien que pour Le Faux, 150 peintures étaient passées en vente depuis cette date initiatrice. Oui, c'est-à-dire que depuis de très nombreuses années, de temps en temps, une œuvre de Les Faux passait en vente, ou une œuvre de Mahito, une œuvre de Vucca Odam, une œuvre d'Alix Aimé, soit des ventes d'art d'Asie, soit dans des ventes d'art moderne. Un peu réparties de cette manière. Et je me suis dit qu'il était intéressant de les réunir toutes ensemble et d'essayer de faire un focus sur l'œuvre de ces artistes. Et voilà, d'essayer de comprendre cette école, ce qu'ils avaient appris, comment ils avaient travaillé, pourquoi toutes ces œuvres étaient ici. Et de fil en aiguille, je suis arrivée également sur le travail de Lalac. Vucca Odam était également sculpteur, donc parfois il y a également des sculptures, etc. Et puis c'est ça qui, les uns après les autres, est arrivé. Et également, ce qui est intéressant, c'est que de plus en plus, je me suis rendu compte que les propriétaires des œuvres étaient également des personnes qui avaient des histoires. C'est-à-dire que, et j'en reconnais dans le public, souvent, les propriétaires qui me confiaient une œuvre étaient des personnes qui avaient été soit amis du peintre, soit amis d'un galeriste qui avait beaucoup accompagné le peintre, soit qui les avaient croisés. Et c'est des personnes qui étaient souvent très attachées sentimentalement à ces peintures. Et donc j'ai trouvé que c'était très intéressant de transmettre cette histoire. Donc c'était vraiment transmission d'histoire, transmission d'œuvres. Ça m'a Tous les 3 mois, du coup, des ventes spécialisées. Et oui, progressivement, on en arrive à ma question. C'est quoi AAP? Donc, l'Association des artistes d'Asie à Paris. Ce qui m'a intéressée, c'était ces artistes qui ont un double bagage, soit Chine-France, soit Vietnam-France. Donc, qui ont commencé leur étude souvent dans leur pays d'origine et après qui ont achevé leur étude en France. Certains ont choisi de vivre en France. Et c'est grâce à cela que j'ai pu commencer sur ce secteur, puisque Les Faux ayant choisi de s'installer en France à la fin des années 30, beaucoup de son œuvre est aujourd'hui en France aujourd'hui. D'autres ne sont pas venus vivre en France, mais leurs œuvres ont été rapportées par des Français qui avaient vécu au Vietnam ou par des Vietnamiens qui sont venus vivre en France. Et voilà, l'idée était d'essayer de mettre en lumière la partie vente est effectivement quelque chose qui m'a permis de travailler de cette manière. Donc c'était vraiment un moyen que j'ai utilisé. Et l'idée était de créer une récurrence. Donc très rapidement, je me suis dit que ce qui allait être intéressant, c'est d'organiser des longues expositions avant les ventes. Et donc avant chaque vente, plutôt que de faire une journée exposition, une journée vente, moi, j'aime bien faire 2-3 semaines d'exposition. On laisse les tableaux au mur, on invite tout le monde à venir les voir, parce que quasiment tout repart en Asie en fait. Et vous parliez quand même dans le catalogue que 10 ans plus tard, on en est déjà à une période de revente. Vous revoyez des tableaux que vous avez vendus dès 2014. Alors, aujourd'hui, le premier collectionneur qui a acheté ce tableau, le thé
Exactement. Ce collectionneur lui-même continue d'acheter, revend quasiment jamais. Et il est vraiment très intéressé par ses œuvres, etc. Les cotes ayant tellement évolué, ça c'est plutôt Ernest qui vous en parlera, mais les cotes ayant tellement évolué, il y a certains collectionneurs qui achètent également et quelques années plus tard revendent parce que, par exemple, il y a une œuvre de Vukaodam qu'on avait passée en vente en 2013, donc c'était avant que je me mette vraiment sur ce secteur, j'en vendais déjà parfois. Qui s'était vendue 40 000 € à l'époque et c'était vraiment un prix important. Elle est illustrée dans le livre. Elle vient de passer en vente il y a quelques mois et elle s'est vendue 600 000 ou 700 000 € x 20 en 10 ans. Donc c'est vraiment... les prix se sont tellement envolés que voilà. J'imagine que vous vous appuyez sur nos amis experts, puisque c'est des familles souvent qui sont experts de cette œuvre. Et vous dites une jolie phrase, un regard désireux n'étant que rarement lucide. Est-ce que ça veut dire qu'il y a déjà des faux ? Oui, Pardon, il y a déjà... je ne voulais pas faire un jeu de mots avec vous, bien évidemment, mais des faux. Oui, c'est pour ça, mais excusez-moi. J'ai l'habitude. Même d'ailleurs, si vous regardez sur Internet, on va faire une toute petite... Vous voyez le faux et vous voyez la soupe. Donc, vous voyez, Mais donc, est-ce qu'il y a des problèmes d'authenticité, puisqu'on en est à cet aspect un peu général sur cette peinture moderne ? Oui, il commence à y avoir des problèmes. Alors, on a eu par exemple sur l'artiste Maïtou, il y a quelques années, on nous a présenté une peinture qui avait déjà été reproduite grâce à des affiches qui existaient. Et donc, l'original était dans une collection, l'affiche était reproduite et vendue, vraiment visible. Il y avait également des estampes de cette même œuvre qui existaient. Donc, un faux avait déjà été réalisé en 2000 ou 2002. Donc déjà, à l'époque, on avait quelques faux. Et aujourd'hui, les valeurs étant tellement importantes, bien évidemment, il y en a, mais c'est plutôt Monsieur Lequim qui est consulté. Alors oui, il y a des faux. J'en vois passer quand même assez rarement. Et c'est surtout, pas tellement en France, c'est surtout aux États-Unis qu'on voit des faux. Il y en a certainement en Asie, certainement au Vietnam. J'ai eu des gens qui m'ont dit « oui, j'ai un lait faux chez moi » et je n'ai même pas osé leur dire que ce n'en était pas un parce qu'ils auraient été complètement catastrophés, mais c'était évidemment un faux. Donc ça arrive quand même. Ça, on va en parler tout à l'heure en avançant dans la conversation sur les catalogues raisonnés, sur les archives, qui a les archives et comment on peut travailler. Mais revenons peut-être au début. Cet art moderne en Indochine, il n'est pas de rien. On va vous raconter un tout petit peu cette grande aventure artistique en partant non pas du tout début, même s'il est évoqué dans l'ouvrage, sur l'arrivée des missionnaires catholiques français en Indochine au XVIIe. On ne va pas parler non plus de 1887, j'ai pris des notes, et de la constitution de l'Union indochinoise française, mais on va attaquer directement avec cette création de ce qu'on a appelé l'école de Hanoï avec Victor Tardieu. Donc, si tu veux bien nous dresser un tout petit peu le pourquoi du comment de cette naissance de cette école là-bas sur place. Avec grand plaisir. Donc au début du XXe siècle, Victor Tardieu est un peintre qui a fait l'école des Beaux-Arts de Lyon, l'école des Beaux-Arts de Paris. Il gagne le prix d'Indochine, il a environ 50 ans et il arrive à Hanoï. Alors pardon, je te coupe immédiatement parce qu'il faut expliquer ce que c'est que ce prix d'Indochine qui était une bourse pour les artistes français qui leur permettait de se rendre en Indochine et de travailler sur place, là-bas. Exactement. Donc l'Indochine est à l'époque une colonie et le salon des artistes français les envoie là-bas, leur donne pour mission, paye le voyage et paye tous les voyages sur place, aller, retour et tous les voyages sur place, et leur donne pour mission pendant 1 an au départ de voyager, de peindre. Et lui arrive là-bas et assez rapidement, le gouverneur général lui demande de faire une grande fresque pour orner le mur de l'amphithéâtre de Hanoï qui est en train d'être construite. Donc, de l'université. De l'université, exactement. Merci beaucoup. Il commence cette grande fresque et le travail lui prend beaucoup plus que l'année prévue. Et puisqu'il a une bonne connaissance de École des Beaux-Arts, enfin, il a 50 ans, il a une certaine notoriété, le gouverneur général lui demande de faire un rapport sur la situation des écoles d'art en Indochine.
Et donc, il étudie de quelle manière les artisans aujourd'hui travaillent, de quelle manière les peintres travaillent, de quelle manière ils sont formés. Et il met en évidence le fait qu'il faut vraiment faire quelque chose parce que les élèves, les artistes ont perdu tous leurs repères, n'ont plus les bons enseignements, n'ont plus les bonnes formations et plus rien ne va. Voilà, c'est un petit peu la synthèse de son analyse. Et il dit il faut créer une école des beaux-arts à Hanoï, il faut qu'elle soit créée de la même manière qu'existe aujourd'hui l'école des beaux-arts à Paris, il faut que les élèves aient exactement le même enseignement qu'il y a à Paris. En plus, il faut qu'ils reçoivent un enseignement d'art très traditionnel oriental. Et une fois qu'ils auront reçu l'enseignement traditionnel très classique, plus la partie orientale, à ce moment-là, ils feront eux-mêmes leur genèse et ils réussiront à créer un renouveau de l'art moderne au Vietnam. Et ça, c'est en 1924, donc il y a pile poil 100 ans. Donc c'est l'année prochaine qu'on va pouvoir fêter cette création de l'école d'Indochine, non, de l'Indochine d'ailleurs, école des beaux-arts de l'Indochine, qui était quand même très centrée aussi dans l'idée de revivifier la peinture. Oui. Et mais en parallèle, les arts décoratifs. Et également tout ce qui est artisanat. Voilà, et l'artisanat. Et on en parlait tout à l'heure et on va y revenir, peut-être avec monsieur s'il veut bien, puisque en fait, il y a eu 2 directeurs successifs. D'abord Victor Tardieu, puis Évariste Joncher, le grand sculpteur art déco, et que lui, dans ce deuxième temps, va vouloir développer absolument les arts décoratifs. Et on en parlait tout à l'heure, effectivement, qu'il y a un petit hiatus, une petite critique qui a été émise à ce moment-là. Alors, je n'ai pas tous les détails, mais en fait, oui, il y a des gens qui ont été un peu déçus de ce retour, mais je ne suis pas sûr que ce soit seulement Évariste Joncher qui ait décidé ça. C'est peut-être une décision ministérielle venant du ministère des Colonies en France. Mais je n'ai pas encore la certitude de ça. Je cherche, mais pour l'instant, je n'ai rien trouvé. Mais il y a quelque chose là qui est assez curieux. J'ai entendu des choses, mais comme je n'ai pas de précision, je préfère ne pas citer de nom ni donner de date parce que voilà. Okay. Mais donc il ne faut pas oublier cette double casquette, enfin cette double orientation qui est quand même intéressante parce que cette école, c'est d'abord une école de peinture, mais il y avait aussi en parallèle donc tout ce travail d'artisanat. Mais il y avait un énorme travail de formation sur l'architecture, sur les meubles, etc. Et donc, dont mon père a bénéficié, parce que j'ai des dessins dans les archives de mon père, de meubles, j'ai des relevés d'architecture très précis avec les dimensions, etc. Donc, ils allaient voir des monuments, ils faisaient des croquis avec des notes, etc. Et ce n'était pas juste des croquis enlevés, c'était des rendus à la règle, avec du papier millimétré. Enfin, c'était très précis. Alors Charlotte, est-ce que Tardieu est tout seul quand il arrive là-bas et est-ce qu'il s'appuie quand même sur des forces sur place ? Au départ, il est seul, mais quand il doit faire cette grande fresque dans l'université, il a beaucoup d'artisans qui l'aident pour le travail. Et notamment, il se lie d'amitié avec Nguyen Nam Son, qui est peintre sur place, qui a bénéficié d'une formation assez basique, mais qui travaille déjà beaucoup, qui a fait quelques expositions. Et il se lie d'amitié, et c'est vraiment cette amitié qui va le porter, le pousser également à avancer vers la création de cette école. Concernant l'artisanat, ce que vous disiez tout à l'heure, en effet, en 1938, ce que j'ai lu, mais je n'ai pas encore tout lu, mais ce que j'ai lu, c'est que c'est vraiment une volonté du ministère de pousser l'école à se développer plus vers les arts décoratifs, parce qu'ils ont l'impression que tous ces élèves formés les uns après les autres n'ont pas forcément un débouché quand ils sont peintres artistes. Et l'idée est vraiment d'avoir plus de débouchés. L'idée de Victor Tardieu était de choisir une élite d'élèves. C'était vraiment son challenge. Donc de sélectionner une élite d'élèves, de former 8, 10, 12 élèves par an pour que chacun de ces 8, 10, 12 élèves diplômés au bout de 5 ans puisse devenir professeur ou créer un atelier de lac ou créer un atelier d'art et lui-même former des dizaines et des dizaines d'artistes. Et Victor Tardieu disait, en 20 ans,
l'art et l'artisanat total du Vietnam sera totalement régénéré parce qu'ils vont essaimer comme ça. C'était vraiment ça l'idée. Et puis, donc la première génération sort en 30, 31, 32. Lefo est professeur, Maetou est professeur. Les uns après les autres, ils sont professeurs. Puis à un moment, il y a une petite saturation, peut-être. Et en 35, c'est la première année où le gouverneur général dit cette année, pas de promotion. Donc il n'y a pas d'artistes, pas de sélection, pas de nouvelle première année qui rentre. Et en 38, c'est là où arrive Joncher et ils partent un peu plus vers l'artisanat, les arts déco. Mais ça ne durera que 3-4 années parce qu'il me semble ensuite que ça se recentre vers les beaux-arts. Voilà, donc c'est intéressant d'avoir vu cette... Ce qui est intéressant aussi, et vous l'expliquez très bien dans l'ouvrage, c'est qu'en 1926, il y a une modification de ce prix d'Indochine dont on parlait tout à l'heure. Le prix d'Indochine, lorsqu'il est créé au départ, c'est donc pour des Français qui sont envoyés là-bas, mais à partir de 26, ça va être des gens qui vont être incités à rester sur place et à enseigner à l'école des beaux-arts, ce que le prix d'Indochine n'était pas au départ. Voilà, Victor Tardieu veut vraiment des professeurs de grande qualité. Et il se dit qu'il a besoin effectivement de renforts et d'être épaulé. Et il réussit à faire transformer ce prix en un prix qui devient pour 2 ans. Les étudiants, enfin les lauréats ont ce voyage payé, une année pour voyager et une année pour enseigner. Et donc une succession d'artistes français va rester une année, les uns après les autres. Et ça permet d'avoir un mouvement, un regard nouveau. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui est intéressant. Et ce que vous expliquez aussi, qui est très intéressant dans la démarche de Tardieu, c'est qu'à la fois, il veut créer une école pour former les jeunes artistes sur place, mais aussi il envisage immédiatement de développer le marché de l'art indo-chinois. Il va tout faire, des expositions, des salons, et il va même permettre des commandes comme en 1931. Alors peut-être qu'on peut se concentrer un tout petit peu sur ce moment de 1931 et de l'exposition coloniale à Paris. Et je pense que vous avez quelque chose à nous dire quand même pour les faux, puisqu'il est venu pour ça. Alors, oui, c'est... Pardon. Victor Tardieu a nommé mon père assistant de toute l'organisation du pavillon de l'Indochine qui se trouvait à Vincennes. Et mon père, du coup, donc, s'est occupé de tout ça. Et évidemment, il découvre Paris. Et alors, il avait demandé un congé de professeur. Et il prolonge son congé parce qu'il se dit quand même, je suis à Paris, etc. Mais il y avait aussi une chose très intéressante, c'est que Victor Tardieu, qui était quand même très, très, très fin, avait recommandé à ses élèves qui venaient en Europe de voyager et d'aller voir les musées. Et donc mon père a fait le tour d'Europe, de tout, en Italie surtout. Et je me souviens quand j'étais enfant, dans les années 60, c'est-à-dire en fait 30 ans après, c'est-à-dire pas si longtemps que ça, je me souviens encore de mon père nous emmenant avec ma mère, on partait en voiture visiter la Toscane, et mon père courait, savait exactement où se trouvaient les fresques qui l'intéressaient, et il nous emmenait dans les rues je me souviens, c'était incroyable, dans les rues d'Arezzo, allez hop, on se promenait, et moi je me disais, mais quand même, il connaît ça super bien, et en fait, il n'était pas venu là depuis 30 ans, mais maintenant que je suis un petit peu âgé, je me rends compte que 30 ans, c'est pas beaucoup, et qu'effectivement, il pouvait très bien avoir une mémoire très précise de ça. Mais ça m'avait beaucoup frappé parce qu'il y avait une espèce d'enthousiasme sur ces primitifs italiens, d'ailleurs dont il s'est beaucoup servi. Voilà, c'était ma question, parce que vous m'avez dit, mais je ne suis pas historien de l'art, ne me posez pas de questions stylistiques, mais quand même, est-ce qu'il y a un rapport entre tout ce voyage en Italie et sa production? C'est évident. D'ailleurs, il me le disait lui-même. Et il me dit, il y a une chose dont il ne parlait pas beaucoup, mon père, mais une chose dont il m'a expliqué, c'est la composition des tableaux. Et donc, il m'avait bien expliqué les lignes de composition. Et donc, dans les musées, il me disait, tu vois, c'est comme ça, etc. Et ça l'avait beaucoup marqué et ça lui a beaucoup servi ensuite dans toute son œuvre. On voit d'ailleurs le profil là de ce tableau et le Pisanello, qu'est-ce que c'est? Je ne sais plus ce que c'est, hein, c'est Pisanello, je crois, à gauche, qui l'a inspiré, évidemment. Ouais. Mais même les œuvres plus récentes de la fin, enfin pas de la fin, mais des années 70-80, elles sont
marqué par plusieurs choses qui datent de là. C'est-à-dire, il y a souvent des femmes dans des jardins. Ouais. Et ça vient évidemment de ces visions de peinture italienne. Ah oui. Et pas impressionniste, parce qu'on peut penser à Berthe Morisot avec les couleurs. On peut penser oui, mais ça c'est une autre couche, je dirais, oui. Peut-être. Parce qu'effectivement, les couleurs, elles lui ont été suggérées par les galéristes successifs, c'est-à-dire Romanet, qui était un très bon marchand de tableaux dans les années 50, et ensuite Findlay qui disait mais il faut éclaircir, il faut faire des fleurs, et du coup évidemment voilà, ça a changé. Mais l'influence de la composition des œuvres, etc., moi je le retrouve en regardant j'en vois beaucoup passer sous mes yeux, et je retrouve souvent des choses qui viennent de là en fait. Alors justement, on parlait de 31, de cette exposition qui a quand même marqué la population parisienne. Imaginez-vous, il y avait la reconstitution du temple d'Angkor dans le bois de Vincennes, donc ça devait être assez spectaculaire. Et puis il y avait des expositions justement dédiées à cette fine fleur de la nouvelle école de Hanoï. Et je lisais, et c'est vraiment une petite note, mais c'est quand même intéressant, qu'il y avait une exposition de ces artistes indochinois avec l'aide de l'Agence économique de l'Indochine pour la promotion des ventes d'œuvres. Donc j'ai trouvé ça très intéressant que l'économie aussi participe de ces expositions, et on voyait déjà l'idée de cette diffusion de cette nouvelle école. Alors là, si je peux intervenir assez vite, mon père m'a toujours dit qu'il admirait évidemment Victor Tardieu parce que il disait toujours c'était mon maître, mais il lui reconnaissait quelque chose d'incroyable, c'est d'avoir formé des artistes pour vendre leurs œuvres et d'avoir trouvé les connexions pour les vendre. Et ça, mon père, je me souviens, il en parlait souvent, il disait ça c'était formidable, quoi, parce qu'évidemment, ces jeunes artistes qui sont sortis de l'école des Beaux-Arts en 1930, dès 1931, ils vendaient des œuvres. Je veux dire, mon père, il vendait des œuvres au résident supérieur de Hanoï, Auguste Lens, dès 1931-1932. Donc, et ça a continué, je veux dire. Il y a eu énormément d'amateurs d'art en Indochine, des Français, qui ont été incités, je pense de manière très habile par Victor Tardieu, pour acheter des œuvres, et qui d'ailleurs on retrouve maintenant, puisque vous les voyez, vous les retrouvez maintenant en vente, puisque ce sont les grands-parents qui ne sont plus là, et donc maintenant c'est des successions, et souvent il faut vendre les œuvres parce que il faut partager, quoi. Est-ce qu'on peut parler aussi de ce frottement entre cette école de Hanoï et la venue des artistes, ou l'enseignement d'ailleurs peut-être même sur place, à de nouvelles techniques, de la peinture sur soie? Certains vont aller vers la peinture à l'huile, l'importance de la laque aussi, peut-être qu'on peut en parler. Est-ce qu'on peut évoquer justement ces glissements, ces changements de la tradition vers, je ne sais pas si on peut appeler ça plus de modernité, mais au moins un regard occidental? Alors là, donc ça concerne évidemment mon père, puisque. Mais pas que. Mais pas que. Mais alors, non, mais aussi, il fait ça. Et tout, pareil. Donc en fait, la peinture sur soie, c'est Victor Tardieu qui a poussé vers cette technique en se disant, c'est un bon moyen de mélanger la tradition et le moderne. Et ça c'était très astucieux. Mais moi, je vois beaucoup de peintures, beaucoup de peintures, non, mais il y a pas mal de peintures de mon père des années 30 qui sont des huiles sur toile. Voilà. Et puis, il y en a plusieurs qui circulent, et moi, j'en ai quelques-unes. Et ce sont évidemment, c'est un petit peu des ovnis, entre guillemets, parce que les gens sont habitués aux peintures sur soie, mais il y avait toute une série de peintures expérimentales, parce qu'il y a des paysages, il y a des tas de choses très intéressantes. Et ça, c'est des huiles sur toile qui datent de la sortie de l'école des Beaux-Arts. Et donc après, il est revenu à une technique plus traditionnelle ? Alors en fait, dès le début, comme vous le disiez tout à l'heure très justement, ils ont des cours de dessin, des cours sur soie, parce qu'il se dit que c'est bien d'expérimenter quelque chose de nouveau. Donc c'était la Chine au départ, et pourquoi pas partir vers le Vietnam. Ils travaillent de manière très classique et occidentale, donc sur toile.
Et il commence à travailler un peu l'art de la laque. Il travaille la sculpture, l'architecture. Il y a vraiment plein de cours, c'est très très complet. Il travaille beaucoup en plein air également. Donc ça, c'est un Guimberti qui est un des professeurs qui, lui, est embauché dès le début et qui restera 20 ans là-bas. Qui aime beaucoup emmener les élèves en plein air. Donc c'est amusant, dans le livre, j'ai mis une photographie où ils sont tous en bicyclette et puis ils partent peindre à la campagne. On voit une très belle scène dans les rizières. Ils partent vraiment, c'est sur le vif parce que ils partent peindre sur le vif parce qu'il n'y a pas de musée. Et donc à l'École des Beaux-Arts de Paris, parfois ils vont dans des musées, au Louvre, etc., pour copier des œuvres de grands maîtres. Mais là, il n'y a pas de musée. Donc puisqu'il n'y a pas de musée, allons peindre sur le vif d'après nature. Et donc dès le début, il travaille effectivement sur toile, après sur soie, et puis petit à petit, il se spécialise chacun vers ce qu'il préfère en fait. Mais au départ, ils sont vraiment les faux travaillaient tout au début sur toile. Et puis il part sur soie, et puis il revient sur toile, en fait. Oui, voilà. Il revient sur toile. Tardivement, en fait. Oui, pardon. Tardivement, quand à la fin de la période Romanet, en fait, il a recommencé à faire de l'huile sur toile, mais il a aussi essayé la laque, mais comme il était allergique à la gomme, il n'en a pas fait énormément. Il en a fait quelques-unes, d'ailleurs, qui sont très belles, mais il n'en a pas fait énormément. Mais effectivement, la peinture sur soie, ça a marché tout de suite, aussi bien pour mon père que pour Maïtou, que pour Vukaodam. Il y a toute une période. Pourquoi ça marchait? Est-ce que c'était le côté exotique qui pouvait plaire? Alors ça, je ne peux pas vous dire, mais je pense qu'effectivement, c'est une bonne déduction. Et puis il y avait. Mais je le dis, c'est simplement parce que dans l'ouvrage, là encore, il y a une petite note qui est intéressante où on parle du directeur de l'Agence économique de l'Indochine, Blanchard de la Brosse, qui est le fondateur du musée de Saïgon. Qui dit, vous le citiez tout à l'heure en disant il faut plus de couleurs, mais aussi il faut que ça soit plus extrême oriental. Il faut que ça fasse rêver la clientèle parisienne, je pense, ou les expatriés qui étaient sur place. Là, En fait, on est à la période des années 30, en fait, et donc il y a cette expo coloniale qui est organisée. La France a vraiment envie de montrer également la puissance de son empire, et il est important d'être indo-chinois. Donc, effectivement, dans ces années-là, les sujets sont sur soi, les sujets sont très vietnamiens. Et puis, c'est avec les années qui passent, dans les années 35, 38, 40, 45, que chacun des peintres va personnaliser un petit peu peut-être sa manière de travailler. Maïtou va décider de rester très traditionnel sur soi, à faire ses petits-enfants, comme celui qui est là. Et il restera comme ça toute sa vie. Les faux va beaucoup évoluer en partant vers ses couleurs. Je crois qu'il avait rencontré Bonnard, etc. Oui, et voilà. Oui, pendant la période de la guerre, il habitait Nice et donc il a eu l'opportunité de rencontrer Matisse et Bonnard. Et donc, évidemment, il était très, très... pour lui, c'était formidable. Vous avez encore des lettres ou alors, des échanges? Il y a une lettre de Matisse, mais elle n'est pas du tout passionnante. Alors, il lui donne des horaires de train. Et puis après, il lui remercie pour je ne sais plus quelle nourriture qu'on ne trouvait pas et que mon père avait réussi à trouver. Donc, ce n'est pas passionnant, mais c'est quand même intéressant. Ça dénote une période particulière où les gens cherchaient quand même un peu de la confiture, du beurre. Enfin, Et avec Bonnard, il y a plus d'échanges? Il n'y a pas de correspondance. Je n'ai pas de correspondance avec Bonnard. Mais les lettres de Matisse, il y en a deux. Hein. C'est pas des échanges dithyrambiques d'artistes parlant d'art. On a parlé des supports, mais on n'a pas trop parlé des sujets. Les sujets sont quand même assez récurrents. C'est souvent un peu la même chose quand même, des paysages, des personnages dans des intérieurs, des couples de personnages comme là, des vierges à l'enfant ou des mères à l'enfant. Et puis ça s'arrête là. Il n'y a pas beaucoup de peinture historique. Il y a un peu des natures mortes, c'est vrai, mais il y a quand même certains sujets. Est-ce qu'il y a beaucoup de nus, par exemple? Il y en a très peu, mais il y en a. Il y en a d'ailleurs un qui date de 1931, je crois, c'est un énorme nu. Et ce qui est intéressant, c'est que ça n'est pas une femme asiatique, c'est une occidentale. Alors justement, attendez, on ne vous a pas beaucoup entendu parler là. On a beaucoup parlé de l'éléphant. Je termine avec cette histoire qui m'a amusé parce que j'ai retrouvé des photos de l'atelier de mon père dans les années 30. Et il y a une photo d'une femme qui a exactement la même pose que cette peinture allongée, c'est-à-dire elle a
les mains qui cachent ses seins, mais elle est debout. Et alors la photo est prise en plongée, c'est très intéressant parce qu'on voit l'atelier, on voit que c'est l'atelier de mon père parce qu'il y a des petits croquis de tableaux qu'on a déjà vus. On ne voit pas le peintre, on voit juste ses pieds et le bas de son pantalon, mais la femme nue, elle est occidentale aussi. Alors, on a beaucoup parlé effectivement de ces élèves ou de ces artistes qui ont été formés sur place, mais il y avait aussi des artistes venus de France et qui se sont installés là-bas. Alors, est-ce qu'on peut raconter un peu cette vie complètement aventureuse d'Alix Aimé? C'est un petit peu l'envers du décor. C'est exactement ça. Puisqu'on a parlé, tous ces artistes célèbres aujourd'hui sont des Vietnamiens qui ont subi une influence occidentale dans leur pays. On essayait de leur faire reprendre les traditions locales avec un apport occidental. Et c'est un petit peu la fonction de tous ces artistes, ces peintres, ces professeurs qui sont arrivés là-bas. Et puis, à l'inverse, il y a Alix Aimé qui, elle, a eu une formation très classique avec Maurice Denis, une école en France, une formation Nabi, et qui part en Asie. Et à ce moment-là, c'est elle qui va puiser aux sources là-bas avec un bagage qui était particulièrement occidental. Donc on a un contrepoint très intéressant. Et elle part d'abord en Chine. Elle part d'abord en Chine, elle suit son mari, ils viennent de se marier, elle est tombée amoureuse d'un professeur de français qui enseignait à Alger, où sa maman, la maman d'Alix Aimé, était elle-même professeure d'anglais. Et ils se rencontrent à Alger. Le jeune homme avait postulé pour un poste à la concession de Shanghai. Il tombe amoureux. Le jeune homme obtient ce poste et ils se marient. Ils partent. Ils partent à Shanghai. Ça se passe pas très bien. Le poste ne plaît pas beaucoup au jeune homme. Elle n'est pas passionnée. Elle trouve que le Shanghai est très laid. Elle espérait trouver un exotisme à la Gauguin. Et elle trouve que c'est gris, c'est moche. Ils arrivent en hiver. C'est pas agréable. Et très vite, ils vont déménager pour Hanoï. Et elle s'installe à Hanoï. Lui est de nouveau professeur. Elle trouve un petit boulot de professeur dans un lycée technique de dessin technique. Mais très vite, dans des lettres, elle dit j'emmène mes élèves à l'extérieur. Ils ne doivent pas seulement essayer de penser des machines, mais ils doivent avoir le bagage des arts traditionnels. Je leur fais reprendre les dessins des céramiques anciennes. Je leur fais reprendre les dessins des mobiliers anciens. Je veux qu'ils aient dans leur bagage, pour pouvoir, dans leur domaine technique contemporain, moderne, déjà avoir le support de leur tradition. Donc on est un petit peu déjà, elle est loin encore de l'école des beaux-arts de Hanoï, mais on est déjà dans le même esprit. D'abord, appropriez-vous votre culture pour pouvoir nourrir ensuite votre carrière. Mais elle va enseigner donc sur place à l'école de... Elle enseigne, mais elle ne rentre à l'école des beaux-arts de Hanoï qu'en 34. Ouais, 34, 35, et elle y reste 5 ans, je crois. Aux côtés d'Ingiberti. Entre-temps, elle a beaucoup voyagé. Elle n'était pas boursière. Elle arrive là-bas. Après, rapidement, le couple ne fonctionne pas. Il rentre en France, elle divorce et elle repart avec. Ils ont eu un enfant et l'enfant tout petit reste en France avec sa grand-mère et très vite, Alix Aimé repart avec son. Elle faisait des voyages assez réguliers et elle repart en Indochine avec son fils et elle déplore dans les lettres qu'elle envoie à Maurice Denis de ne pas avoir de chantier, aucune commande. Donc c'est une jeune femme, on peut considérer mère célibataire, ce qui n'était pas très bien vu dans les colonies. En marge un petit peu de cette société et elle essaie de frapper à toutes les portes, aucune commande ne lui est proposée. Mais elle en a eu. Elle en a eu auparavant. La grande commande pour le Palais Royal. Elle en a une en 31, en 29 voilà. Exactement, pour la commande du Palais Royal. Et c'était un peu un concours de circonstances parce qu'elle avait voyagé avec son fils à Luang Prabang. Elle s'était liée un petit peu légèrement d'amitié. En fait, son fils était devenu le copain du petit prince du royaume de Luang Prabang qui étudiait lui-même à Hanoï. Ils étaient dans la même école. Et ils sont venus, la famille, enfin Madame Aimé, son fils, avec le prince pendant les vacances. Et elle est arrivée à Luang Prabang. Elle a fait la connaissance de la famille royale. À cette époque, le roi souhaitait terminer son palais. Il restait la grande salle des ambassadeurs, dit aussi salle de la reine, qui n'était pas décorée, et il recherchait un artiste. Quelqu'un avait été proposé par le gouvernorat français en disant on va vous offrir tel peintre, qui était venu sur place, qui avait fait des croquis, des propositions,
Et ça n'avait pas du tout plu, ce qu'il proposait ne plaisait pas du tout au roi. Et un jour, je crois que c'était encore une fois le gouverneur général qui arrivait pour la première fois à Luang Prabang pendant qu'Alix Aimé y était. Et le roi a dit, écoutez, je préférais que cet artiste fasse la décoration. Ça a été validé et donc elle a pu travailler sur cette grande commande. C'était sa première commande. 92 mètres carrés de peinture. 92 mètres carrés. Elle écrit à Maurice Denis, c'est fabuleux. Pour la première fois, on me commande quelque chose, mais c'est de la démesure. Je vais me lancer corps et âme dans cette aventure, mais j'aimerais tellement avoir vos conseils. Pouvez-vous me donner une lettre, mettez 3 mois à partir et 3 mois à revenir. Donc elle se lance dans cette aventure. Et parallèlement, on lui avait commandé des peintures représentant les différentes ethnies peuplant le Laos. Pour l'expo coloniale. Pour l'exposition coloniale, où elle a envoyé 44 tableaux, je crois. Donc, elle travaillait au palais de Luang Prabang et en même temps, soit elle faisait poser des gens qui venaient pour ce grand marché, des tribus qui descendaient lors du marché, et aussi elle a beaucoup voyagé, énormément voyagé dans tout le Laos pour aller faire presque des peintures ethnographiques ou anthropologiques, je ne sais pas, des populations qui ont été envoyés tous à Paris. Est-ce que les faux parlent justement de cette expo coloniale, les conditions de travail? Est-ce que tous les artistes étaient ensemble? Est-ce qu'il y a eu... Puisque lui reste après à Paris. Oui. Alors, j'aimerais bien en savoir plus. Non, je ne peux pas vous renseigner là-dessus. Je pourrais certainement, quand j'aurai un peu fouillé plus, mais là, je ne peux pas vous dire. Je pense que il y avait un noyau d'artistes qui était là. Vuka Odam était déjà là. Hein, il s'est installé en France en 1931. Je pense qu'il y avait un noyau d'artistes qui était là. Et après, il y a eu quand même tout un travail d'organisation pour cette exposition. Puis après, il a commencé à voyager, à voir un peu ce qui se passait à Paris. Et puis peut-être vivre la vie parisienne à Montparnasse, par exemple. Qui devait être quand même assez amusante à cette époque pour les artistes. Bien sûr, oui, il y avait aussi bien les modèles que des artistes comme Fujita ou les autres. Oui, c'est ça. Avant d'en arriver au marché lui-même donc de cette peinture, est-ce qu'on peut raconter rapidement la fin de cette aventure de l'école de Hanoï ou de cette peinture moderne liée à Victor Tardieu puis Évariste Joncher? Alors, pour l'exposition coloniale, juste avant, Victor Tardieu a envie de montrer ce que c'est faire l'école des beaux-arts de l'Indochine dans sa globalité. Et donc, ils vont orner tout l'intérieur du palais d'Angkor. Ils vont faire des grilles. Enfin, j'ai une photo là qui est assez intéressante où on voit ils font des grilles en fer forgé. Ils vont faire des meubles, effectivement. Des grandes fresques murales, des nappes en dentelle qui sont dessinées par certains des artistes et puis brodées dans des ateliers de denteliers. Des peintures, des sculptures, des vases. Il y a un salon de la laque. Il y a vraiment l'ensemble du palais d'Angkor qui est reconstitué à la dimension exacte de celui qui est à Angkor, mais qui est reconstitué dans le parc de Vincennes, est entièrement meublé et décoré à l'intérieur par les élèves de l'école des Beaux-Arts. Donc c'est assez, je crois, incroyable. Beaucoup de choses et de décors vont être malheureusement détruites après, et certaines sont vendues soit très rapidement, soit grâce à cette agence de l'Agendo dont vous aviez parlé tout à l'heure. Et donc, quelle était la question? Alors, avant d'en arriver à ma question, mais moi j'ai encore un peu de mémoire, je vais m'en rappeler. Mais ce que je voudrais signaler, c'est que l'ouvrage est justement passionnant par un grand nombre de pages qui reprennent la totalité des expositions faites avec ces artistes indo-chinois à Paris, mais aussi en région, mais aussi à l'étranger comme à Rome, pour montrer le formidable soutien que ces artistes ont eu pour la promotion de cette peinture. Et donc, toutes ces expositions sont listées quasiment jusqu'à la fin de l'école de Hanoï, puisque c'était ça ma question. Comment se termine cette aventure? Voilà, donc Victor Tardieu leur apprend ce que vous disiez tout à l'heure, à créer et à vivre de leur art. Et donc, dès qu'ils sont diplômés, ils se doivent de participer à des expos le plus rapidement possible et le plus régulièrement possible. Et donc, l'Agendo va beaucoup les porter. Et ça, c'est un souhait du ministère des Colonies. L'Agendo étant, l'agence de l'Indochine. Voilà, l'agence de développement économique. De développement de l'Indochine. Va beaucoup les porter. C'est un souhait, je pense, du ministère des Colonies, du gouverneur général. Grâce à ces actions par l'Agendo, il y a également beaucoup d'œuvres qui sont achetées à ce moment-là par les institutions et musées français. J'ai vu tout à l'heure Madame Ferreira qui est au Palais de la Porte Dorée et qui garde dans ses réserves
une très belle tête de Baodai sculptée par Vuka Odam, qui Bouddha, le grand Bouddha, c'est ça? Non, la tête de Bouddha? La tête de Baodai, De Baodai. qui est un souvenir de l'exposition coloniale de 31 justement. Donc de nombreuses œuvres rentrent dans les musées, dans les institutions françaises. Donc j'ai essayé de répertorier le plus d'œuvres possible dans ce livre. Le FNAC en a, mais on les voit jamais. Il y en a dans les réserves, mais ce serait bien qu'un jour elles soient réunies dans une. Voilà. J'ai eu la chance d'aller également dans des réserves ou des entrepôts pour prendre des photos avec Rodolphe, et c'était amusant, intéressant. Est-ce qu'on voit encore des grands décors monumentaux? Est-ce que ça existe encore? Soit ça a été détruit, ou perdu, soit parfois il y en a. Et donc au musée du Quai Branly, par exemple, il y a une très grande peinture à l'eau, aquarelle de Lefaux, et une de Maetou, qui vont être exposées à Cernucci à la fin de l'année. Une exposition en train de s'organiser, qui n'ont jamais été beaucoup vues depuis les années 30, une fois peut-être, mais qui vont bientôt être exposées. Il y en a une autre. Oui, il y a aussi une fresque qui est à la maison des étudiants d'Asie du Sud-Est, qui est énorme et qui date de 1929 ou 1930. Enfin, c'était une commande pour la cité universitaire. Et qu'a fait mon père. Donc c'est assez énorme, et si on va dans le pavillon, on peut la voir. C'est assez impressionnant. Et vous pensez qu'il y a des choses qui pourraient ressurgir, comme je sais pas, la grande toile de Léger qu'on voit jamais et qui a servi à l'Expo de 37. Elle était roulée pendant longtemps, puis elle a été montrée au Palais de la Découverte. Là, enfin, on va la revoir à la réouverture du Grand Palais. Mais sinon, il y a quand même beaucoup de décors, des Delaunay et des autres. Donc, est-ce qu'il y a un espoir que quelque chose ressurgisse? Je pense que dans les réserves des institutions françaises, il y a quelques tableaux, aussi bien de mon père. Mais alors, pour les retrouver, je ne sais pas si c'est facile. Oui. En ce qui concerne les œuvres qu'avait exposées Alix Aimé au pavillon du Laos, il y avait 44 relativement grands formats et un très grand format, Mystère total. Il y en a eu 3 qui avaient été achetés par Alix Aimé. Elle s'appelle Aimé parce qu'elle avait épousé en 30 le frère de l'écrivain Marcel Aimé, et la famille Marcel Aimé avait acquis à la fin de cette exposition 3 tableaux qui sont passés chez vous il y a 1 an ou 2, et tous les autres, on n'a aucune trace. On ne sait pas où ils sont. Sont-ils en France? Ont-ils été vendus? Ils seraient ressortis, certains seraient ressortis forcément, je pense, sur les 40 perdus, ils seraient ressortis. Est-ce qu'ils sont repartis en Indochine? On ne le sait pas. Une rumeur disait qu'ils étaient repartis au Laos. Mais voilà. Alors, je voulais vous montrer, parce que c'est assez amusant. J'ai lu dans le cadre de toutes mes recherches, j'avais lu un article de journal qui disait en 1937, lors de l'exposition universelle en 1937, la ville de Paris achète une peinture de Tran Binh Loc. C'est tout. Donc je lis ça dans un journal et je me dis mais où est cette peinture? Donc je cherche partout sur les bases de données, partout, je trouve nulle part. Et là je félicite votre iconographe Lolita Votin, parce que je lui ai dit il faudrait trouver cette peinture de Tran Binh Loc qui est quelque part. Et un jour elle m'appelle, elle me dit j'ai trouvé. Okay. Et voilà, donc on est très, très honorés de la reproduire, parce qu'en fait, elle était sur une étagère d'une réserve depuis 1937. Et donc j'appelle, à la fin du livre, une exposition de tout ce qui est dans les réserves et institutions des musées français. Ce serait vraiment formidable. J'ai une petite anecdote à ce sujet. J'ai retrouvé dans la correspondance de mon père des courriers de mon père et des réponses de ministères. Pour se faire payer de toutes ces œuvres, ça mettait des mois, sinon des années. Incroyable. Ne vous inquiétez pas, les choses n'ont pas changé. Ça n'a pas changé. Je sais que ça n'a pas changé. Alors, je reviens, Charlotte, à ma question pour la 3e fois. Comment ça se termine, cette aventure de l'école de Hanoï? Alors, Victor Tardieu décède en 1937. Donc, cette expo universelle, il n'a pas pu y aller parce qu'il avait des problèmes de santé. C'est l'EFO qui le représente et qui fait tout, en fait. Et puis, il restera ensuite, je pense, en France. Peu de temps après, Jonchère est nommé et part un peu plus vers l'artisanat.
Et ensuite, en 1945, avec les événements de la guerre, etc., tout le monde se carapate en fait, et rentre en France. Et toi qui as fait le voyage jusque là-bas, est-ce qu'on voit encore sur place beaucoup de décors? Dans quel état est-ce sur place? Et est-ce qu'il y a des réserves dans les musées où il y aurait des tableaux, des œuvres qui auraient été achetées ou données? Alors, suite à ces années 45, 46, 47, les élèves qui sont sur place, eux, vietnamiens, partent dans ce qu'on dirait le maquis. Les écoles sont à la campagne, les années sont un petit peu difficiles. Un premier directeur vietnamien est nommé, il s'appelle Tonoc Van. Il décède à Dien Bien Phu. Ensuite, d'autres directeurs vietnamiens prennent la direction de l'école et la manière d'enseigner évolue un petit peu, etc. Aujourd'hui, il y a au Musée des Beaux-Arts de Hanoï certaines œuvres qui sont conservées. Il y en a également à Singapour. Les conditions de conservation n'ont pas été géniales, le climat n'est pas très bon non plus. Ce travail n'a pas forcément été porté, préservé, conservé avec beaucoup de respect. Alors, les événements, la situation de toutes ces 50 années qui ont suivi, plus le climat, ça a été assez terrible. Donc, il y a certaines choses là-bas, mais tout ce qu'on trouve en France est vraiment en meilleur état de conservation. Les œuvres n'ont pas beaucoup bougé en France, elles sont rentrées dans une famille, elles sont restées sur un mur pendant une génération, 2 générations, donc elles sont très souvent en très très bon état de conservation. Et il y a quelque chose, mais surtout il y a beaucoup de choses aujourd'hui qui sont en train d'arriver. Ah oui. Mais il n'y avait pas beaucoup de... Voilà, il y avait un grand oubli en fait. Quel est l'exemple justement d'Alix Aimé pour la fin de cette histoire? Elle revient en France. Et les archives sont comment? Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que vous les avez publiées? Il y a un livre qui était sorti chez Somogy, mais qui est épuisé depuis longtemps. Il y a eu Alix Aimé rentre en France en 1945. Son fils est mort sur place. Il avait 18 ans. Son mari était en captivité. Il va mourir en 5 ans des suites de cette captivité. Donc elle revient. Elle a perdu son fils et elle est veuve. Elle a ramené au cours de ses différents voyages, elle ramène des documents. Ça fait partie de ces générations où on garde tout. On garde toutes les lettres qu'on s'échange, les cartes postales qu'on reçoit, etc. Et combien de fois dans son appartement, on a parcouru un petit peu ces archives qui étaient énormes. Il y avait là toute sa vie. C'était considérable. Lorsque j'ai appris sa mort, j'ai contacté son fils. Les derniers mois, elle était dans une maison de retraite. Son appartement qui était son appartement atelier, là où je la voyais très très fréquemment. Son fils m'a dit, écoute, j'ai fait déménager tout l'appartement. Où sont les œuvres, où sont les dossiers? Il m'a dit, j'ai fait stocker chez un copain à la campagne. On a mis ce qu'on pouvait et les 2 derniers camions, il n'y avait plus la place, on a mis à la décharge. Donc, les archives, en fait, il avait sélectionné très vite ce qui lui semblait intéressant, qu'il pouvait utiliser, parce que c'est un monsieur qui avait une santé difficile, une vie un peu difficile, et qui a vécu un peu crochet de sa mère toute sa vie. Il avait vite trié les tableaux, les dessins, les choses qu'il pourrait utiliser pour revendre, et tout ce qui lui semblait être de la documentation. Ma foi, c'est parti d'un dernier voyage. Pour lui, ce n'était pas des choses de valeur, mais je me souviens qu'elle m'avait montré les manuscrits de Marcel Aimé, etc., qu'elle conservait parce qu'elle lui avait présenté Gallimard, etc. Bon, il y avait des choses quand même qui avaient de l'importance. Et puis, qui ont disparu? Qui ont disparu, oui, tout à fait. Et donc, depuis tant d'années, alors j'ai quand même refouillé l'appartement avec son fils. Et moi, j'ai récupéré quelques papiers parce que c'était à la débandade là-dedans. Et tout ce que j'ai ramassé le moins de petits papiers. Et son fils m'a dit, prends-le. De toute façon, les déménageurs ont laissé ça. Et c'est le fonds d'archives. Le fonds d'archives, c'est ce qui a été oublié dans le déménagement. Et depuis maintenant 30 ans, je m'efforce, avec tous les contacts qu'on peut avoir, les salles de vente, parfois des gens qui me disent « Ah, mais j'ai quelques lettres » ou « J'ai un document ». Et on rassemble l'ensemble des archives. Disons, on essaie de reconstituer ces archives avec beaucoup de manques, c'est certes, et alors qu'il y avait un trésor total. Tout était là. Est-ce que c'est le même cas pour les faux? Il n'y a pas grand-chose, mais bon, moi j'ai quand même pas mal de courriers. J'ai beaucoup de photos que j'ai retrouvées, que je suis en train de classer. Des photos que mon père a prises dans les années 30, en revenant, je pense, de France, à partir de 1932-33. Et là, j'ai des photos assez étonnantes, parce que ce n'est pas les photos de photographes, c'est des photos de peintres. C'est-à-dire que... En plus, alors mon père, il adorait les appareils photo, donc il s'était acheté
un appareil photo très sophistiqué, et je pense qu'au tout début, il avait beaucoup de mal à s'en servir. Donc il y a beaucoup de photos qui sont floues, sauf que la composition est excellente. Et après, ça s'améliore un peu. Alors évidemment, il y a des sujets, je ne vais pas rentrer dans les détails que j'ai analysés, parce que étant photographe, j'ai bien regardé pourquoi il y avait des erreurs, pourquoi c'était flou, pourquoi ceci, cela. Mais il y a quand même, oui, j'ai quelques centaines de photos là qui sont assez étonnantes. Et puis après, j'ai des courriers qui datent de la guerre, quand mon père était à Nice, que Maïtou était d'abord à Mâcon et ensuite il est venu habiter à Nice chez mon père. Et ensuite, ils sont partis pour l'exposition qui a été organisée par Romanet à Alger en mai 1942. Là, ils sont partis ensemble. Et quand ils sont revenus, alors je ne sais pas exactement comment ça s'est passé après. Je sais que mon père a emménagé dans un autre appartement et Maïtou, je crois qu'il était plus... je ne sais pas s'il n'est pas rentré directement à Paris. Voilà. Et après, fin 1943, il n'y a plus de zone libre, etc. Donc mon père décide de rentrer à Paris, de revenir à Paris. Et puis après, bon voilà, il s'installe... Alors, maintenant, venons-en au cœur du sujet. On est dans une maison de vente, on a envie de parler marché de l'art et l'ouvrage n'en fait pas l'économie. Grâce à Ernest Hullen, on a cette analyse de cette peinture moderne, des prix en augmentation, des prix surprenants, puisque depuis 2014, quand même, on voit une flambée. La maison Agut est bien sûr installée sur ce domaine. Elle n'est pas la seule. Vous expliquez-nous un tout petit peu où on en est. C'est quoi cette cote de cette peinture moderne Mais comme Charlotte l'a dit, donc on voit que jusqu'en 2014, le marché est très calme, très stable, et puis on voit une croissance importante, de plus en plus, une croissance à 2 chiffres en fait, une croissance annuelle à 2 chiffres jusqu'aujourd'hui et qui continue. Donc c'est là où on en est aujourd'hui. Est-ce que c'est uniforme? C'est le cas pour tous les artistes? On a analysé 3 artistes essentiellement, donc Maïtou, Vukaodam et Le Faux. Alors, on peut dire que c'est une croissance parfaite, stable, non, mais c'est généralement plutôt uniforme, oui, en effet. Il y a une demande particulière sur des sujets, sur des supports? Ça, c'est peut-être plus Charlotte qui pourra... Oui, j'ai fait. Donc, je vais parler peut-être un peu de l'analyse qu'on a faite dans le livre. Premièrement, on a comparé en fait la croissance économique du Vietnam avec la croissance de la cote de ces 3 artistes, donc Vukaodam, Le Faux et Maïtou. Donc pour la croissance économique du Vietnam, on a pris le PIB par habitant, qui est quand même un bon indicateur du développement, de la croissance économique du pays. Et puis on se rend compte en fait que la cote croît de façon plus importante que le PIB par habitant. Donc c'est plutôt un très bon signe en général. Oui, parce que ce sont quand même surtout des collectionneurs locaux qui achètent cette peinture. Exactement. Donc on pourrait croire qu'en fait la cote suit le développement économique, mais ici elle la surpasse en fait. Et si on prend le marché français, on a regardé un petit peu les acteurs importants du marché français. Et ce qu'on a déterminé, c'est que depuis 2014, donc, au niveau de la valeur vendue par année, Agut a une position de leader, voilà, majoritaire, plus au niveau de la valeur que du nombre de lots vendus. Ce qui veut dire que si on prend le lot moyen vendu en France, en fait, à 100 par exemple, on va être souvent à 120, 130 pour le lot moyen chez Agut. Voilà. Est-ce qu'on peut dire 2 mots de cette vente chez Sotheby's qui a fait quand même couler un peu d'encre? Est-ce que quelqu'un peut en parler? Celle dont on parlait tout à l'heure. Alors moi j'étais sur place. Oui, ça s'est très bien passé cette vente parce qu'il n'y avait pas énormément de lots, il y avait 16 lots. Et je crois que le tout a fait 3 700 000 et quelques, pas au marteau, hein, le total. Oui, mais non, ce qui était intéressant, mais ça c'est plutôt anecdotique, c'est que le fils de Bullock, donc Bullock était un très très grand ami de mon père, ils se voyaient tout le temps, etc. Et donc le fils de Bullock a 12 ans de moins que moi, donc je ne l'avais jamais vu quand j'étais enfant. J'en avais entendu parler par son père, qui parlait de son fils, mais moi j'avais 18 ans et le fils avait 8 ans, enfin même moins. Donc vous voyez, on ne s'intéresse pas. Et puis tout d'un coup, ils me disent « Ah, mais ils disent à Jean-François Nguyen « Ah, mais nous connaissons le fils de Les Faux. » Ah bon Et donc moi aussi, j'étais très intéressé. Donc
on s'est rencontrés et on a évoqué des souvenirs, presque familiaux, parce que mes parents avaient les mêmes amis que Bullock et l'été, tout le monde se voyait. Enfin, c'était voilà. Parler du marché lui-même, je pourrais pas. C'est pas mon Hormis mon rôle. Agut, Sotheby's qu'on vient de citer, Arcurial peut-être s'intéresse aussi à ce secteur. Alors juste pour finir sur Bullock, Ah. ce qui était intéressant, c'est qu'il y avait des fauteuils, ce qui est assez rare. Ah oui. Oui. Il y avait de l'art décoratif. Alors voilà, il y avait des fauteuils et ils ne savaient pas d'où venaient ces fauteuils. Et moi, je leur ai dit, quand on a fait un déjeuner, et j'ai dit, mais c'est mon père qui les a dessinés. Et alors, j'avais avancé ça très vite parce que j'avais un souvenir d'enfance de ça. Ensuite, quand je suis rentré, je me suis dit, j'espère que je ne me suis pas planté. Donc j'ai vite regardé toutes les archives et là, j'ai vu des rendus de comment allait être l'appartement d'après les bibelots que mon père avait choisis avec Bullock pour meubler l'appartement. Et j'ai vu des calques de tous les dessins des meubles. Donc en fait, c'est mon père qui avait tout dessiné et fait faire par des artisans à Paris. Donc alors là, ça les était encore plus étonnant quoi, comme histoire. Et voilà, Donc je repose ma question. Hormis Sotheby's et Agut, puis Sotheby's, quel est le troisième acteur en France? Et est-ce qu'il y a un marché international à l'étranger, je veux dire? Alors oui, il y a un marché international. On a analysé le top 25 des maisons de vente avec les données d'Artprice. En France, il n'y a pas vraiment de second acteur, je veux dire, sérieux, ça fluctue d'une année à l'autre, et on ne le retrouve pas vraiment dans le top 5. C'est plutôt, en fait, Hong Kong et Paris qui sont les deux grandes places. Et est-ce que ce sont les mêmes types d'œuvres qui se vendent et aux mêmes résultats financiers? L'analyse moyenne par œuvre, je dirais, on n'a pas fait l'analyse au niveau mondial, on a fait l'analyse au niveau du marché français. Et comme je disais, en fait, le lot moyen, en tout cas vendu pour Agut, est généralement supérieur au lot moyen français, enfin vendu en France, je veux dire. D'accord. Là, vous êtes en train de dire vendez chez Agut, quoi. Tu l'expliqueras mieux que moi, mais ensuite on a fait l'analyse du top 5 mondial. Et donc, on a pris un lot moyen vendu par lieu de vente, donc Agut Paris, Christie's Hong Kong, Sotheby's Hong Kong, etc. Et donc là, on a marqué le résultat annuel de 2000 à 2014, il ne se passe rien. Et de 2014-15 à 2022-23, là, les courbes montent et on a un peu montré qui était le leader mondial, numéro 2, numéro 3, etc. sur chacun des artistes. Puis à partir de 2014, ça fluctue en fait vraiment comme je vous disais avec Sotheby's et Christie's Hong Kong et Agut au niveau mondial. Et Charlotte, est-ce que tu peux nous dire sous le sceau du secret, mais personne ne le répétera, quelle est pas la courbe, mais comment dire, est-ce qu'il y a peu d'acteurs ou beaucoup d'acteurs disséminés et sont-ils sur place en fait? Acteurs de maisons de vente en fait, non, d'acheteurs, pardon. Acheteurs de ces ventes, pardon. Alors, pour terminer sur le résultat mondial, moi j'étais très fière de réaliser qu'en fait on s'en sortait très bien. Parce qu'on entendait souvent dire c'est à Hong Kong que tout se passe. Et en fait, effectivement, si on prend Sotheby's, Christie's, Bonhams, tous ceux qui sont à Hong Kong, tous ensemble, ils sont tous ensemble plus forts que nous. Oui. Mais si on prend chacun individuellement, en fait, on est dans le top sans problème. Donc ça, c'était une grande fierté d'avoir réussi à monter en 10 ans de cette manière. Et concernant les acheteurs, ils ne sont pas très nombreux. Donc de 2014 à 2022, il était très intéressant d'accompagner les acheteurs qui s'étaient manifestés dès le début dans ce travail. Et c'était aussi un travail éducatif, c'est-à-dire qu'on a essayé à chaque fois de faire des catalogues qui expliquaient la vie des peintres, leur cheminement, la vie des œuvres, de transmettre vraiment toutes ces histoires. Et on a réussi à entraîner des acheteurs qui ont appris avec nous, en fait. Donc c'était passionnant. Et dans la vie, en permanence, il peut y avoir certains acheteurs qui doivent s'arrêter parce qu'ils en ont assez, ils n'ont plus d'argent, etc. Donc de nouveaux arrivent. Et là, on a vu en 2019 un nouveau flot d'acheteurs, entre guillemets, qui sont arrivés et qui se sont particulièrement intéressés à l'œuvre de Mahito, qui avant n'était pas aussi en avance. Avant 2019, c'était plus les faux et Vuka Odam qui étaient recherchés. Donc en 2019, certains acheteurs arrivent et se mettent plus sur Mahito. Et en 2022, Mahito est vraiment monté très très haut, a même dépassé très largement les faux, ce qui était pas du tout le cas avant. Et aujourd'hui, depuis 6 ou 8 mois, les acheteurs qui ont beaucoup acheté depuis quelques années
font une petite pause et d'autres arrivent. Et alors là, c'est un nouveau challenge pour moi et pour les autres acteurs de ce marché, c'est que ces nouveaux acheteurs sont à nouveau néophytes et donc il faut à nouveau les entraîner. C'est-à-dire que par exemple, depuis le début de l'année, on a eu des acheteurs de plus en plus rares sur le marché de la laque parce que c'est quelque chose qu'ils ne connaissent pas encore et il va falloir les accompagner. Alix Aimé, que j'avais réussi à entraîner avec tous ces artistes parce que j'aime beaucoup son travail, et les collectionneurs traditionnels depuis 10 ans étaient vraiment partis sur les œuvres d'Alix Aimé. On a vendu certaines 200 000, 300 000, 400 000, je ne me rappelle plus, des prix importants. Cette année, les acheteurs qui se sont positionnés, qui n'étaient pas du tout actifs avant, qui ont quand même mis des très belles enchères, ne connaissent pas encore Alix Aimé, ont besoin qu'on leur réapprenne. Et, enfin, c'est très intéressant. Est-ce qu'il y a des cas d'achat ou de préemption Pas de musée, pardon, de musée. Je veux non, dire, non, de musée, pas aujourd'hui. Non. Non. Ni de musée étranger. Il y a des musées. Il y a le musée de Singapour qui achète. Singapour, hein, oui, voilà. Mais il ne préempte pas. Il achète. Il a acheté récemment une peinture. Oui. Ouais. Ils ont acheté une peinture qui s'appelle La femme du mandarin, qui est très connue, très récemment, là, il y a je sais pas, 6 mois, même pas. Et pour nous faire rêver, quel est le prix le plus élevé d'une peinture justement de cette école moderne? Alors nous avons vendu La jeune fille au pivoine 1 million d'euros en 2020. C'était le 2e record mondial de l'EFO à l'époque. Depuis, il a été dépassé 1 ou 2 fois. Aujourd'hui, on a des acheteurs qui vont partir vers le format. Donc plus les œuvres sont grandes, plus ils vont être capables de les payer cher. Ce qui n'est pas totalement les habitudes du collectionneur habituel, mais il y a quand même beaucoup de résultats entre 500 000 et 1 million. Il est rare que ça dépasse le million. D'accord. Et alors, pour nous rassurer, est-ce qu'il y a des choses accessibles encore? Dernière question. Oui, surtout dans les moments où il y a beaucoup de lots qui passent en vente. Donc dans ces cas-là, comme on n'est pas en face de très nombreux acheteurs, ils sont 4, 5, 6, 8, 10, il y a beaucoup trop de ventes en même temps, il y a un moment où il y en a trop, et à ce moment-là, il faut lever la main. Parce que voilà. Merci beaucoup Charlotte. Alors, si dans la salle vous avez des questions, n'hésitez pas. Moi, j'ai épuisé mon stock. Je vois Céline qui a des questions. Je vais me lever moi. Merci. Avec le micro. Vous dites que beaucoup des acheteurs sont sur place, ce qui veut dire que le marché n'a pas encore conquis la clientèle de collectionneurs françaises ou européens. Qu'est-ce qui manque? Il manquait un livre, maintenant il y en a un, mais il manque des expos peut-être dans les institutions européennes pour mieux faire connaître cette peinture? Alors effectivement, il manquait un livre, et le livre manquait également, je pense, au public vietnamien. C'est pour cette raison que je l'ai fait en 3 langues, parce que j'avais vraiment envie que l'histoire soit aussi accessible à quelqu'un qui parle anglais qu'à quelqu'un qui parle vietnamien. Et voilà, je me rappelle de Stéphanie qui me disait il n'y aura que 2 langues en graphisme, c'est pas possible d'en faire 3. Je lui dis s'il y en a que 2, ça sera français et vietnamien. Donc voilà, on a réussi à mettre les 3 langues. Les acheteurs occidentaux qui se sont présentés assez souvent en salle depuis quelques années ont souvent été déroutés par les prix qui sont assez irréguliers encore. C'est-à-dire qu'ils voyaient une peinture estimée 30 ou 40 000 euros et on voyait par rapport à Artprice, aux cotes, etc., que peut-être ça allait se vendre de 30, 40, 50. Et donc, ils se préparaient, ils venaient avec leur conseiller artistique, etc. Et puis, paf, ça se vendait 110 000. Et donc, voilà, il y a un peu d'irrégularité qui fait que ce n'est pas forcément facile à suivre encore pour un public plus occidental. Le public asiatique est très joueur. Et quand ils ont décidé d'acheter une œuvre, ils n'ont pas forcément de limite non plus. Donc, ils n'ont pas forcément la même manière que nous d'acheter. S'il paye, in fine. Paye. In fine. Oh oui, pardon, à la fin, pardon. S'il paye à la fin, parce que c'est connu quand même. Alors depuis, jusqu'à l'an dernier, nous n'avions aucun problème de paiement sur ce secteur du Vietnam. Et c'était vraiment très agréable parce qu'on travaillait avec sérieux, rigueur, etc. Et en finale, on avait des acheteurs qui payaient et les œuvres partaient et tout allait bien, en fait. Contrairement aux Chinois qui, eux, malheureusement, laissent des ardoises. Parce qu'ils sont très nombreux aussi. Et là, on était sur quelques acheteurs très, très ciblés et ça se passait très, très bien. Et en 2022, les prix sont montés de manière un peu démesurée et notamment à cause de quelques perturbateurs, pas beaucoup, 1, 2, 3, 4.
Et en fait, il suffit qu'il y ait un perturbateur qui lève la main, qui ne s'arrête jamais. D'un seul coup, le tableau qui aurait dû se vendre 80 se vend 120. Donc tout le monde se dit ah, les cotes augmentent, mais en fait, c'est un acheteur qui en final ne paye pas. Donc c'est ça qui a mis un peu le bazar 2022, fin 2022, début 2023. Et là, on a pris des mesures qui sont drastiques et qui contrarient le marché, mais on essaie de... Voilà. Autre question? Vous parliez de nouveaux acheteurs récemment. De qui s'agit-il précisément? À nouveau des Vietnamiens. C'est-à-dire que ceux qui se sont positionnés depuis une dizaine d'années, vous aviez dit que c'était des sujets qui étaient souvent un petit peu répétitifs, et je peux peut-être préciser la raison, mais peut-être que vous avez une autre analyse que la mienne. On m'a toujours dit qu'en Asie, c'est un petit peu comme la calligraphie, c'est-à-dire que les artistes font de manière inlassable le même geste des centaines de fois jusqu'à la perfection. Et donc, c'est un peu voilà, comme la calligraphie, etc. Et je crois qu'un peintre vietnamien va prendre beaucoup de plaisir à peindre une maternité, et ce qu'il va importer est l'œuvre la plus harmonieuse finale. Et pas le sujet n'est pas forcément un sujet pour lui. Voilà, c'est vraiment la qualité d'exécution qui va être importante. Et donc, le défaut de cette petite chose, c'est que quand un acheteur achète depuis 10 ans, mais je me rappelle de cet acheteur qui avait acheté le thé, justement le premier, il vient en France de temps en temps, et en 2016-2017, il m'avait montré des photos de son intérieur, et il m'avait dit « Regardez, c'est chez moi », puis il y avait voilà. Et c'était partout un peu les mêmes tableaux, et peut-être qu'ils arrivent à un moment à une sorte de point final. Et donc là, il y a des nouveaux acheteurs qui se positionnent. Ce qui est assez encourageant, c'est que ces nouveaux acheteurs, comme ils sont encore un peu néophytes tant qu'ils n'ont pas lu ce livre, ils vont être assurés par des sujets répétitifs. Et ça va permettre pour eux d'avoir, ils font des cotes comme ça, et c'est telle taille, tel nombre, il y a tant d'enfants, il y a telle dimension, et ça va un peu mieux où aller, ça va les rassurer dans leurs investissements. Plus jeunes, ces nouveaux acheteurs, ils ont un profil particulier? Oui, c'est peut-être ceux qui achetaient il y a 10 ans avaient peut-être fait fortune en 2000, 2005, 2010. Et là, on est peut-être vers ceux qui viennent de réussir un peu plus récemment. Le Vietnam est vraiment un pays qui se développe, et voilà. C'est une manière également de montrer une réussite au Vietnam. Donc, savez-vous s'il y a des perspectives de musée au Vietnam pour ces peintres dans le futur? Comme en Chine, il y a eu une espèce de floraison incroyable de musées dans toutes les grandes villes de Chine. Est-ce qu'au Vietnam, on a où le gouvernement ou des initiatives privées sont susceptibles d'ouvrir des musées pour cette école, justement? Alors, à Saigon, un collectionneur privé qui a beaucoup acheté, lui, jusqu'en 2000-2005, vient d'ouvrir un musée privé. Ça s'appelle la Villa Kang San. On y est allé l'an dernier. Il y a la famille Letilou qui a fait une donation au musée des Beaux-Arts d'Ho Chi Minh Ville. Et donc, avec toute une partie ça a d'ailleurs permis à l'œuvre de cet artiste de beaucoup monter. C'est effectivement une fierté des collectionneurs de pouvoir montrer. Certains préfèrent aussi rester totalement confidentiels. Par contre, je sais qu'il y a une très grande volonté par le public général de pouvoir voir plus d'œuvres. Donc, on y réfléchit aussi. Dernière question? Non? J'adjuge, comme on dit ici? Oui. Donc, pas de thé, mais du champagne. Merci encore pour ton accueil, pour votre accueil et pour tout ce travail. Et merci de vos réponses. Merci.